Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, l'émission, votre rendez-vous hebdomadaire dédié au secteur spatial. Et au programme aujourd'hui, l'actualité et avec votre séquence, le Colactu. On parlera emploi avec un sondage révélateur de l'attrait du secteur de l'aéronautique pour les Français. On parlera aussi de la constellation OneWeb qui va enfin pouvoir continuer à rejoindre l'espace après 9 mois d'interruption de vol. On parlera de la NASA qui a réussi à détecter une très grande source d'émissions de méthane grâce à la mission EMIT. Nous verrons ensemble les détails. Et pour conclure, les assises du New Space ont dévoilé leur rapport chargé en proposition pour faire du New Space français le numéro 3 mondial d'ici 2027. Et ce sera notre Colactu. Nous aurons en ligne Pierre-José Billotte, coordinateur de ces assises. Et puis en deuxième partie d'émission, c'est votre Space Talk. Vous le connaissez, c'est 20 minutes de débat avec nos invités. Et aujourd'hui, on parlera du volet spatial de France 2030 avec Jean-Luc Maria, cofondateur de la start-up Exotrail, mais également Thomas Courbe, directeur général de la Direction générale des entreprises. Et ensemble, nous verrons pourquoi le secteur spatial est aujourd'hui un secteur clé pour le gouvernement et l'économie française. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec l'actualité sur Bismart. L'aéronautique à la cote, plus d'un Français sur 3 est attiré aujourd'hui par le secteur de l'aéronautique. Le programme L'Aéro-Recrute, lancé en avril dernier par le GIFAS, vient de publier une étude menée par YouGov. Résultat, 35% des Français sont attirés aujourd'hui par le secteur de l'aérospatial et de l'aéronautique dans le cas d'une reconversion professionnelle ou bien pour leur carrière. Quand faire cette reconversion ? Entre 30 et 40 ans, ce serait le moment idéal pour changer de vie. En tout cas, pour 45% des Français interrogés lors de ce sondage. Enfin, quasiment un sondé sur deux a déjà, lui, sauté le pas et changé de métier, de secteur d'activité ou de statut au cours de sa carrière professionnelle. Voilà pour le sondage. Autre actualité, depuis l'espace, une mission de la NASA aide à détecter des super émetteurs de méthane. La mission EMIT, qui a été lancée dans l'espace en juillet dernier, est installée aujourd'hui dans la Station spatiale internationale. Mais sa mission à l'origine était de détecter des poussières minérales qui, elles, ont un impact sur le climat. Finalement, elle a permis d'identifier plus de 50 super émetteurs de méthane à travers le monde, liés généralement au secteur des énergies fossiles, du traitement des déchets ou de l'agriculture. Cette capacité, développée par la mission EMIT, elle va non seulement aider les scientifiques à mieux localiser les sources d'émissions, mais aussi aider à comprendre comment on peut s'y attaquer. Et rapidement, c'est en tout cas la déclaration de Bill Nelson, l'administrateur de la NASA. La constellation OneWeb reprend son déploiement depuis l'Inde. Privée du lanceur russe Soyouz depuis la guerre en Ukraine, les satellites de la constellation indo-britannique ont basculé sur le lanceur indien en attendant Falcon 9 de SpaceX. Le déploiement de la constellation pour l'Internet global était interrompu depuis 9 mois déjà. Le dernier lancement remontant au 10 février avec Soyouz. Le lot suivant aurait dû être lancé le 4 mars depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, toujours sur Soyouz. Mais il avait été annulé. Alors même, rappelez-vous que Dimitri Rogozin, le directeur général de Roscosmos, a lancé un ultimatum exigeant que le Royaume-Uni se retire du capital de OneWeb et que les satellites de la constellation n'aient aucune application militaire. Et évidemment, la société a refusé. C'est donc New Space India Limited, la filiale commerciale de l'agence indienne, qui a pris le relais le 22 octobre dernier. Et c'est une réussite puisque les 36 charges utiles ont correctement été déployées à 601 km d'altitude. Le prochain lot sera lancé au mois de décembre par SpaceX. Première conséquence du retard de production d'Ariane 6. Les satellites européens Euclid et Hera
embarqueront sur SpaceX. Si ce n'est pas la première fois qu'une mission institutionnelle embarquera à bord d'une société privée américaine, c'est un signal fort qui rappelle quand même l'importance d'une souveraineté en matière de transport spatial. Dans la foulée, les derniers satellites de géolocalisation européens Galileo, grande fierté européenne, pourraient eux aussi partir à bord de Falcon 9. Alors pourquoi on en est là? Exit les fusées Soyouz qui étaient prévues en backup en cas de retard d'Ariane 6. Évidemment, depuis, la collaboration européenne et russe a été interrompue. Enfin, dernière actualité, je vous en parlais en sommaire de cette émission, le collectif des assises du New Space, un groupe d'acteurs représentatifs du secteur spatial français, a publié cette semaine le rapport Ambition New Space 2027. Ce rapport, c'est l'aboutissement d'un long processus qui a duré plus d'un an, piloté par le collectif, 12 mois précisément, une période dans l'histoire une première dans l'histoire du secteur spatial français. Jamais ces acteurs ne s'étaient réunis pour positionner littéralement le secteur spatial numéro 3 mondial du New Space d'ici 2027. Tout ça a été fait sous la coordination du professeur Lucien Rapp de l'Université de Toulouse qui a présenté le dossier. Alors d'abord, à l'intérieur, il y a une définition du New Space très important aujourd'hui pour se repérer dans cette nouvelle économie. Il y a aussi une photographie de l'actuel New Space français, des différents segments qu'il représente et puis une liste de 24 propositions pour adresser 6 grandes priorités, le financement, l'opinion publique ou encore l'indépendance stratégique. Alors, pour aller un peu plus en détail sur cette actualité, c'est l'heure du Call Actu et nous avons justement en ligne le coordinateur de ces assises, Pierre-José Billotte. Pierre-José, parmi ces 24 propositions, lesquelles sont les plus innovantes ? Bonjour Cécilia, d'abord merci de nous recevoir dans votre émission. Alors, c'est difficile de faire le tri dans les 24 propositions. Il y en a 22 qui sont spécifiques du New Space. Il y en a 2 qui sont classées en hors catégorie, parce qu'elles sont beaucoup plus larges que le New Space, mais on a considéré que c'est très important quand même de les mettre en avant. Alors, je vais juste faire un petit rappel avant de rentrer sur les propositions. Le collectif rassemble vraiment des acteurs représentatifs, vous l'avez dit. Mais dedans, on retrouve évidemment les agences spatiales, on retrouve les publics, les privés, on retrouve les primes, les grands industriels, on retrouve les prestech, les PME, on retrouve l'université, les écoles. Vraiment, tout le financement, tout le monde était représenté dans ce collectif. Je tiens à le dire parce que c'est très très important. Alors sur les propositions, il y avait 4 propositions, donc 22 spécifiques New Space. Moi, j'en prendrai, je ne peux pas les traiter toutes. Moi, je me suis impliqué en particulier sur 3 thématiques. 1 qui était le financement, 2 qui était l'opinion publique, et 3 pour les propositions en catégorie. Alors, moi, je vais plutôt mettre en avant celle-là parce que c'est celle que j'ai suivie en particulier, mais toutes sont aussi extrêmement importantes. Sur le financement, c'est un sujet, c'est la mère des batailles. C'est très important de le mettre en avant. Si vous voulez, il faut regarder le New Space français dans son environnement mondial. Et dans le monde, aujourd'hui, les space tech américaines, même en Europe, lèvent beaucoup d'argent. Au cours des 2 dernières années, au travers des SPAC, ce qu'on appelle les SPAC, les space tech américaines ont levé des centaines de millions d'euros pour des levées de fonds. Très récemment, une space tech anglaise vient de lever en série C 45 millions d'euros. Donc il y a un financement mondial très très fort. Et aujourd'hui, en France, on a une insuffisance de financement sur les space tech pour ce qu'on appelle des séries C, pour le domaine des spécialistes, c'est-à-dire des levées de fonds qui vont toucher 50 millions, 75, peut-être 100 millions d'euros. Alors qu'est-ce que vous proposez ? Alors, nous on propose la création d'un fonds d'investissement public-privé qui soit uniquement dédié aux space tech françaises. Voilà pourquoi, parce que si vous voulez, on n'aura pas, le président de la République a pris comme objectif d'avoir une centaine de licornes en France. Le secteur spatial peut en générer sans doute au moins une demi-douzaine. On ne saura pas aujourd'hui générer une demi-douzaine de space tech licornes françaises dans le spatial si on n'a pas un outil de financement puissant, rapide. Dans les 3 années qui viennent, il y a une génération de space tech, vous en avez une sur votre plateau ce matin, qui sont formidables. Donc on peut les générer, sauf qu'elles n'auront pas l'essence pour devenir des licornes spatiales. Donc pour ça, l'environnement, il faut aussi le rappeler, est un environnement qui est en train de se durcir sur le financement privé, notamment pour des raisons liées à la hausse des taux d'intérêt. Donc les financements vont moins aller sur les actions, sur les entreprises, et les conditions vont se durcir. Par ailleurs, les SPAC aux États-Unis
vivent une période difficile. Elles ont eu beaucoup d'argent, mais aujourd'hui elles sont en difficulté. Donc ça ne va pas aider non plus au financement privé. Donc il faut un fonds d'investissement. Pierre-José, je vous interromps, on n'a pas beaucoup de temps pour éplucher rapidement, réagir à cette actualité. Une autre proposition, s'il vous plaît. Ensuite, vous nous direz quelle est la prochaine étape. Un autre exemple de proposition, je vais citer une proposition qui sont les propositions hors catégorie. Donc il y a 2 propositions hors catégorie. On considère qu'il est très important que dans cette nouvelle phase de l'histoire spatiale, on redéfinisse aussi la gouvernance de la stratégie spatiale française. Et pour ce faire, le rapport propose la création d'un Conseil national de l'espace, un peu sur le modèle du National Space Council aux États-Unis, qui est rattaché à la Maison-Blanche. Nous, on propose de le rattacher au Premier ministre et qui permettrait, dans un environnement représentatif et diversifié, de pouvoir aider à définir la politique spatiale pour les années à venir. Clairement, on a pris du retard sur New Space. New Space démarre début des années 2000, accélère dans le début de 2010, et clairement, on aurait dû ce projet, on aurait dû le mener il y a déjà au moins 5-6 ans, ça n'a pas été le cas. Donc pour éviter de tirer les leçons et prendre des positions, on propose la création d'un Conseil national de l'espace qui permettra de piloter, on va dire, une stratégie sur le spatial qui devient de plus en plus interministérielle, j'en termine, et également qui est un sujet qui devient un sujet politique général et pas uniquement un secteur de spécialistes. Donc il faut vraiment avoir une stratégie plus large, et ça c'est le Conseil national de l'espace qui pourrait le porter. En un mot, la prochaine étape c'est quoi maintenant que ce rapport a été rendu public? Le présenter au gouvernement, recréer une concertation pour les prochaines assises du New Space prévues en 2023? Alors, effectivement, le travail ne s'arrête pas là, et le collectif continue son travail pour mettre le New Space dans l'agenda français. Donc, ce sont 2 causes. Premièrement, ce rapport, il est mis sur la place publique. Donc, il s'adresse à tout le monde, aux acteurs privés pour les responsabiliser, et les acteurs publics, évidemment, le gouvernement. Donc, on a mis en place 2 processus. Un premier processus qui est d'ouvrir des discussions avec les 3 ministères de tutelle qui concernent le spatial, premièrement. Et deuxièmement, on a décidé, sur la plateforme collaborative auquel on peut accéder par le site des assises du newspace.org, on va dire sur la plateforme collaborative, on a créé 24 forums pour les 24 propositions, et les acteurs qui soient privés ou publics qui ont envie, on va dire, de travailler à la mise en œuvre, on va dire, pour rentrer dans le détail de ces propositions, peuvent accéder gratuitement sur la plateforme et s'inscrire dans les forums pour qu'on puisse constituer des gros projets qui couperont encore le développement de ces propositions. Rendez-vous donc sur le site des assises du New Space pour faire avancer le sujet et construire ensemble un secteur français spatial solide. Merci beaucoup Pierre-José Billotte. On est obligé d'enchaîner avec le Space Talk pour aujourd'hui. Vous reviendrez en plateau si vous le voulez bien pour qu'on parle plus en détail de ce rapport des assises du New Space. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart. De retour dans le Space Talk, aujourd'hui on va prendre un peu de hauteur pour resituer le secteur spatial dans son ensemble, dans l'économie française, et on va parler en même temps du volet spatial de France 2030, piloté par la Direction Générale des Entreprises, la DGE, avec la Direction de la Recherche et de l'Innovation et celle de l'armement. Le volet spatial de France 2030 fait l'objet d'une concertation très large de l'écosystème. Il est opéré conjointement pour le compte de l'État par BPI France et le CNES. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons l'opportunité de poser directement nos questions au directeur général de la DGE, Thomas Courbe, qui est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. À vos côtés, Jean-Luc Maria, directeur général et cofondateur de la société Exotrail. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Alors je rappelle que vous êtes spécialisé en propulsion en orbite. On a parlé de vous encore plus récemment avec le Space Van. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot. Et vous faites aussi avec Exotrail partie des lauréats du volet France 2030. On va y revenir dans cette émission. Alors pour démarrer, Thomas Courbe, est-ce que vous diriez que le secteur spatial aujourd'hui, pour le gouvernement, est officiellement un secteur clé ? Tout à fait, c'est une priorité majeure et ceci pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un secteur économique important, c'est 33 000 emplois, 1700 entreprises, 10 milliards de chiffre d'affaires. Et c'est aussi un secteur qui subit des disruptions très importantes avec 2 grandes disruptions. La première, c'est la course à l'espace, notamment les États-Unis et la Chine qui investissent des montants considérables dans cette course à l'espace et qui soutiennent leurs acteurs. Et donc, on intensifie la compétition. Et puis la deuxième, c'est les disruptions technologiques qui rendent l'espace plus abordable, donc qui
permettent à beaucoup plus d'acteurs de lancer des satellites, de les opérer, et puis aussi des nouveaux services, des disruptions technologiques qui apportent des nouveaux services, notamment tous les services en orbite basse ou justement les services en orbite. Et donc face à cette disruption du marché, le gouvernement a pour priorité de positionner les entreprises françaises, de les aider à se positionner sur ces nouvelles opportunités. Et c'est l'un des objectifs de France 2030 que vous avez mentionné, de permettre de positionner ainsi nos entreprises, les startups, les PME, les grands groupes sur ce nouveau marché. Donc vous sentez qu'il y a une place pour le secteur français, au même titre que l'industrie aujourd'hui. Enfin, on est en train de prendre au sérieux le secteur spatial français. Alors oui, complètement. Le secteur spatial est un des secteurs stratégiques de la France, comme ça a été rappelé. Et on profite d'une expertise historique qui est très forte en France, qui vient depuis les laboratoires jusqu'à l'industrie. Et en fait, aujourd'hui, ce qui a été remarquable en France ces dernières années, c'est qu'on a pu accélérer un nouveau type d'acteurs qui sont en fait des entrepreneurs. Et Exotrail en est un bon exemple, il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui. Et en fait, c'est un nouvel élément de cet écosystème du spatial qui peut permettre, comme ça a été le cas aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, de répondre aussi à une question d'innovation et d'avoir une capacité d'adresser rapidement des nouveaux marchés. Parce que comme l'a rappelé Thomas, il y a une disruption aujourd'hui. L'espace s'ouvre à une économie de marché et donc il faut être industriellement et de façon entrepreneuriale en particulier, prêt à relever tous ces défis. Effectivement, c'est cette vague du New Space dont on parle, qui est arrivée en France. En réalité, elle était déjà arrivée avec certaines disruptions technologiques, même chez les grands acteurs. Aujourd'hui, on a les regards tournés vers tous ces acteurs que vous représentez, Exotrail, et le gouvernement aussi s'est emparé du sujet. Justement, l'année dernière, Emmanuel Macron a lancé le programme France 2030. Il comprend un volet spatial, accompagné de la somme d'1,5 milliard d'euros d'investissement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière sur ce sujet? Alors depuis l'année dernière, on a lancé plusieurs axes de ce France 2030 spatial autour de ce qui finalement sont de notre point de vue les marchés stratégiques sur lesquels on veut positionner les entreprises françaises. Un appel à projet par exemple sur les mini-micro-lanceurs, qui est un sujet majeur de disruption du marché. Et on a déjà sélectionné 12 projets qui vont contribuer à l'émergence de potentiellement soit de nouveaux mini-lanceurs avec par exemple la société Hyperspace qui fait un mini-lanceur pour la classe de 150 kg à peu près, le projet Maya Space porté par Ariane Group, ou alors des composants de mini-lanceurs avec par exemple Nobrac qui fait une coiffe composite pour mini-lanceurs. Et donc on a déjà un certain nombre d'acteurs qui se positionnent sur ces marchés. On a l'objectif dans France 2030 d'avoir un mini-lanceur réutilisable en France, peut-être plusieurs, au moins un en 2026. Et donc on s'est engagé sur cet objectif. Voilà. Et il faut le réussir. Et puis surtout, il faut gagner la compétition. Il faudra que ces mini-lanceurs ils soient compétitifs et qu'ils gagnent la compétition face à c'est important de le rappeler, on va y revenir, mais on est sur une compétition extrêmement dure au sein même de l'Europe. Il faut le rappeler, notamment aussi avec nos concurrents allemands. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, on a ces lauréats, on en parlait en introduction, qui ont été présentés par Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu et Sylvie Retailleau. 15 lauréats ont été désignés, vous en parliez. Ça veut dire quoi? Vous en faites partie avec Exotrail. Qu'est-ce que ça représente d'être lauréat du volet spatial France 2030? Des contrats? Alors, c'est un élément fondamental. Il y a deux axes. Le déploiement aujourd'hui de France 2030, sur l'axe du spatial, il s'appuie sur deux typologies de soutien. Ce qu'on appelle des appels à projets, qui sont opérés par BPI France. Donc c'est un mix de subventions qui permet, à mon sens, de soutenir des acteurs plutôt là très émergents pour mettre au point des technologies, préparer les technologies que l'on va avoir besoin dans le futur. Et puis il y a un deuxième volet de déploiement qui là s'appuie sur l'Agence spatiale nationale, le CNES, sous forme d'appel d'offres. Et donc là, ce qu'a gagné en fait Exotrail, c'est l'appel d'offres, le premier appel d'offres du plan France 2030 volet spatial, sur le sujet, non pas des micro-lanceurs, mais sur un autre sujet qui a été ce qu'on appelle les dispensers motorisés. Alors, dispensers motorisés, vous mentionnez Spacevan tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus d'objets dans l'espace, en fait, il y a besoin de faire émerger des acteurs comme Exotrail, qui sont des acteurs finalement de la logistique spatiale. Tous ces objets, ils ont besoin de bouger à différentes étapes de leur vie. Et donc, il y a une approche logistique à amener au spatial. C'est exactement ce qu'on amène. Et le soutien là, que l'on a aujourd'hui en gagnant cet appel d'offres, c'est un levier
très important pour nous pour construire la suite de l'entreprise, parce que les modèles d'entreprise tels que nous sommes, on est financé par des capitaux privés aussi, beaucoup. Et en fait, pour nous, gagner un contrat, plus qu'une subvention, à l'état de maturité dans lequel on est, c'est ce qui nous permet de faire cet effet de levier qui est quand même très vertueux, à 1 euro de contrat injecté, parce qu'on est soutenu par de l'argent privé, le capital risque, on est capable de faire un multiplicatif. Et donc, quand on prend un peu de hauteur, macroscopiquement, on fait tourner l'économie avec ce cercle vertueux qui est beaucoup plus efficace qu'un seul euro injecté. C'est un seul euro injecté dans des entreprises comme nous, c'est 5-10 euros qu'on est capable de redéployer sur le territoire derrière. Donc là, c'est vraiment clé pour des développements industriels comme le nôtre. Ça représente à peu près quel montant l'investissement autour de ces 15 lauréats ? Alors ça fait 66 millions d'euros d'aide, et effectivement avec des montants variables en fonction des projets et des sujets. On a un budget total, vous l'avez dit, d'1,5 milliard pour France 2030 sur les marchés, donc mini-lanceurs, services en orbite, constellation aussi, qui est un autre marché majeur, notamment les constellations basse orbite, et puis toute la partie aussi données spatiales, exploitation des données spatiales, et donc on va répartir ce budget global sur l'ensemble de ces 4 marchés. Et alors on parle financement, il y a aussi les 9 milliards annoncés par Elisabeth Borne. Donc en fait, c'est 1,5 milliard, pour que ce soit très clair, pour vous qui nous regardez, sont inclus dans ces 9 milliards. Ça inclut aussi le budget de la France à la ministérielle qui va avoir lieu le 22 novembre prochain. Donc le budget de la France au sein de l'Agence spatiale européenne pendant 3 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir réinjecter un peu plus que ces 1,5 milliard aussi dans France 2030 ? Alors, ça veut dire surtout, ces 9 milliards, ça veut dire qu'on fait un effort sans précédent pour soutenir le secteur spatial. Et vous l'avez dit dans votre première question, c'est un autre témoignage du caractère stratégique de ce secteur pour le gouvernement, c'est qu'on augmente de manière très significative le budget des 3 prochaines années par rapport à celui des 3 dernières années. Donc ça, c'est le signal d'un engagement très fort du gouvernement aux côtés des entreprises du secteur. Ensuite, il y a les 1,5 milliards de France 2030 tels que je les ai décrits. Il y a dans ces 9 milliards beaucoup de ces crédits qui arriveront également aux entreprises, à la fois aux grands groupes, aux PME, mais aussi aux start-up. À travers des programmes, à travers les programmes qui vont être réalisés avec l'ESA. Par exemple, on va discuter lors de cette ministérielle de la contribution de l'ESA et des États membres à la constellation européenne, qui est un projet majeur. Le projet porté par Thierry Breton. Tout à fait. Voilà, le projet porté par Thierry Breton, qui, de notre point de vue, est un enjeu majeur de souveraineté pour l'Europe, que nous avons beaucoup soutenu pendant la présidence française de l'Union européenne. On a obtenu un accord pour le lancement de cette constellation. Et on aura, à travers ces financements, à travers l'ESA pour la constellation, là aussi des financements qui arriveront aux entreprises françaises pour contribuer à la construction de cette constellation. Alors, justement, parlons de souveraineté. Nous avons une start-up en plateau. Est-ce que vous êtes convaincu que cette question de souveraineté, qui est un enjeu majeur, vous l'avez dit, passera par la croissance de nos start-up ? Tout à fait. Cette question de souveraineté, elle va être très intimement mêlée à la question de la compétition. Et la souveraineté, ça va être aussi notre capacité à avoir des acteurs du spatial qui sont compétitifs, qui délivrent les services dont nous avons besoin. Par exemple, ces services de constellation, les services évidemment de lancement pour l'autonomie d'accès à l'espace, mais aussi tous les services en aval d'exploitation des données pour le climat, par exemple. Tous ces enjeux qui sont majeurs pour notre souveraineté, à la fois sur le plan évidemment sécurité, sur le plan scientifique aussi. On a besoin que ces acteurs à la fois soient compétitifs et apportent les meilleurs services possibles. Et la performance de ces services va être essentielle. Dans la constellation de connectivité, on voit qu'il va y avoir une compétition entre les constellations, entre toutes les grandes constellations. On a 2 grandes constellations américaines, notamment, qui vont se développer, une constellation chinoise. On a la chance d'avoir Eutelsat qui a racheté la constellation OneWeb. Donc on a un positionnement français qui va être fort sur ces constellations. Et on voit bien qu'on aura besoin à la fois de grandes entreprises qui vont apporter leur savoir-faire. On a 2 constructeurs de satellites qui ont entre 30 et 50% de part de marché du marché des télécoms, donc qui sont majeurs, mais aussi de start-up qui vont amener des innovations, des disruptions dans les services, dans la performance des services. Et c'est bien ça qu'on veut combiner pour atteindre cet objectif de souveraineté en ayant à la fois des acteurs
performants européens qui répondent à nos besoins et qui en même temps sont les meilleurs sur le marché dans la compétition mondiale. Oui. Jean-Luc Marliat, on comprend dans ce discours aussi la pluridisciplinarité, en fait, la transversalité aussi du secteur spatial. Aujourd'hui, on a l'armement, on a l'innovation, on a l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il ne faut pas casser un petit peu cette boîte et aller travailler avec tous les ministères pour faire éclore un secteur fort ? Alors c'est une excellente question. Alors déjà, les ministères travaillent déjà ensemble. Hein. Là, tous les travaux qu'on a pu mener, toutes les réponses qu'on a pu faire, parce que justement, ces sujets sont multidisciplinaires, nécessairement, les dialogues se font avec l'ensemble des ministères. Après, bien sûr, ça dépend. Certains sujets sont plus potentiellement vers un ministère plutôt qu'un autre. Aujourd'hui, comme le mentionnait Thomas, parce que l'espace, finalement, est une économie de marché, comme une autre, le regard économique du sujet est pour moi fondamental. Donc c'est en ce sens-là, je pense que la DGE a tout son rôle à jouer dans cette évolution du spatial qui n'est plus réservée à des applications uniquement d'exploration et de pure souveraineté, mais qui finalement devient un terrain de jeu commercial comme tous les autres terrains de jeu que l'on peut avoir sur Terre. Il rejoint le modèle de la tech, en fait. Hein. Il rejoint le modèle de la tech et finalement, c'est une démystification du spatial. On utilise le spatial dans nos quotidiens plusieurs dizaines de fois par jour, souvent sans s'en apercevoir. Mais ça va s'accélérer parce que les besoins terrestres, finalement, continuent à s'accélérer en besoin de compréhension de notre environnement, en besoin de connectivité. Et donc, ça s'accélère d'un point de vue économique. Donc, à mon sens, aujourd'hui, pour amorcer et prendre, je veux dire, le train de cette révolution, le prendre beaucoup sous l'angle économique est la bonne solution. Ensuite, dans une deuxième étape, très probablement qu'on pourrait imaginer, c'est une des recommandations qu'ont fait les assises du New Space, justement, imaginer un conseil national effectivement, du spatial pour fluidifier encore plus ce sujet. Mais aujourd'hui, je pense que la bonne clé, c'est une clé de lecture d'abord économique. Avant de conclure, Thomas Courbe, quel est votre avis sur cette proposition justement des Assises du New Space qui a publié son rapport cette semaine? On avait Pierre-José Billotte, coordinateur des Assises tout à l'heure en ligne. Créer un conseil national du spatial comme on en a un aux États-Unis, au Japon ou au Royaume-Uni? Alors, je pense que la situation avec les États-Unis est assez différente. Aux États-Unis, on a 14 administrations, agences, et donc un enjeu de coordination sans doute supérieur. Moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, le fonctionnement marche bien et que l'enjeu, c'est exactement ce que Jean-Luc a dit, c'est la diffusion. Et la diffusion du spatial, des technologies du spatial hors du spatial. Et dans France 2030, l'un de nos objectifs, qui est très ambitieux, c'est que 200 entités publiques et privées qui ne sont pas des entités du spatial utilisent des données spatiales, désormais les intègrent dans leur modèle, donc soit pour des politiques publiques pour les acteurs publics, soit dans leur modèle économique pour les acteurs privés. Et ça, pour moi, c'est le vrai enjeu de diffusion, c'est surtout d'arriver à finalement faire bénéficier toute cette révolution technologique du spatial au plus grand nombre d'acteurs français pour leur compétitivité ou leur efficacité. Ça va être l'enjeu à venir, montrer l'intérêt du secteur spatial, du New Space et toutes les technologies qui y sont développées. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de participer à cette conversation aujourd'hui sur France 2030 et la position du secteur spatial dans l'économie française et pour le gouvernement français. Thomas Courbe, je rappelle que vous êtes directeur général de la DGE et vous, Jean-Luc Marliat, cofondateur et directeur général de la société Exotrail. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition encore formidablement intéressante de Smart Space. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart. Et si vous voulez, vous pouvez nous écouter ou nous réécouter en podcast ou sur bismart.fr.